Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver cet après-midi sur Public Sénat. Vous allez suivre une table ronde organisée par le Sénat sur l'intelligence artificielle. Des scientifiques expliquent comment les nouvelles technologies vont faire évoluer nos métiers et comment la formation doit préparer nos jeunes à ces mutations. Vous allez le voir, le chirurgien Laurent Alexandre a tenu des propos qui ont fait beaucoup réagir. Pour lui, l'échec scolaire des enfants s'explique en grande partie par le patrimoine génétique. Je vous laisse écouter cette table ronde. Mesdames, Messieurs, l'évolution des métiers est évidemment associée à celle de la formation initiale. Et M. Torossian, je ne vous cache pas que nous entendons souvent parler de décalage entre les formations enseignées à l'école et à l'université d'une part et les compétences demandées dans les entreprises d'autre part. Ce sujet n'est pas nouveau, mais on a le sentiment que l'écart se creuse dangereusement compte tenu des enjeux en termes d'emploi. Votre présence sera particulièrement utile pour nous éclairer sur la vision et les actions des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. En effet, vous dirigez l'Institut des hautes études de l'éducation de la formation, ayant pour mission principale, et dure mission d'ailleurs, la formation initiale et continue des chefs d'établissement et des inspecteurs de l'éducation nationale. Ça me laisse quelques souvenirs. Quelle est la stratégie des ministères face aux enjeux abordés ce matin et comment peut-on former suffisamment vite les responsables de la formation initiale et les élèves pour répondre sans être adéquationniste non seulement aux demandes d'aujourd'hui, mais également de demain? Ne faut-il pas systématiser les stages d'enseignants et de chefs d'établissement en entreprise, surtout pour l'enseignement professionnel? Les sénateurs eux-mêmes réalisent bien des immersions en entreprise pour être mieux au fait de leur fonctionnement et de leurs problématiques. Comment juguler les phénomènes qui expliquent déjà aujourd'hui tant de difficultés de recrutement? Monsieur Ondrouzek, vous pourrez nous apporter votre témoignage en tant que directeur d'un établissement d'enseignement privé créé par des professionnels pour les professionnels. En effet, vous dirigez l'École européenne des métiers de l'Internet, fondée par Xavier Niel, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Granjon, respectivement fondateurs de Free, Mythique et venteprivée.com. Enfin, la formation continue est bien sûr un sujet essentiel. Nous avons entendu de nombreux experts nous parler de la prépondérance des compétences transversales, notamment comportementales, en clair, le savoir-être. Comment accompagner les actifs d'aujourd'hui pour les maintenir dans l'emploi demain et y faire rentrer surtout les demandeurs d'emploi? Quelles sont les clés pour répondre à ces défis et comment les entreprises, notamment les PME, qui ont déjà du mal à opérer leur transition numérique, à intégrer les impacts futurs de l'intelligence artificielle? Et je pense qu'on a des experts, vous nous direz. D'autres sujets encore pourront être évoqués, par exemple la proposition de notre délégation à la prospective d'intégrer dans les négociations sociales en entreprise la question de l'utilisation d'outils de l'intelligence artificielle et de robots et leur impact surtout sur les conditions de travail. Michel, je te repasse la main. Voici quelques-unes des nombreuses questions que nous nous posons aujourd'hui dans le cadre de cette table ronde. Même si nous pourrons séquencer les thématiques comme nous l'avons fait dans cette introduction liminaire, nous vous proposons de prendre la parole chacun à votre tour durant 5 à 10 minutes pour vous présenter brièvement, mais surtout pour nous dire quelles sont, de votre point de vue, les idées les plus importantes dont nous devons débattre ce matin pour avancer collectivement. Notre objectif est de formuler des préconisations concrètes qui pourront utilement répondre aux préoccupations des chefs d'entreprise que nous rencontrons régulièrement sur le terrain et qui sont aussi, à un titre ou à un autre, celles de tous les citoyens. Toutes vos propositions sont les bienvenues pour démontrer que nous pouvons ensemble nous appuyer sur l'intelligence collective humaine. Nous vous remercions de votre participation. Alors, il faut peut-être préciser.
Voilà, donc si vous le voulez bien, après cette entrée en matière, on va entrer, si je peux dire, dans le vif du sujet. Il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées à travers l'intervention des rapporteurs. Donc, comme l'a dit Michel Canvet, on va vous laisser la parole 5 à 10 minutes chacun, à la fois pour vous présenter, mais surtout déjà commencer à répondre à ces interrogations. Et ça permettra de laisser ensuite la parole et aux rapporteurs et à nos collègues qui sont là pour vous interroger. Nous avons jusqu'à 12h30. Voilà, donc je vais commencer par laisser la parole au docteur Laurent Alexandre, si vous le voulez bien, docteur. Là, ah oui, pardon, excusez-moi. Je suis un petit peu lent. C'est le fait de vivre à Bruxelles depuis une douzaine d'années qui m'a... Donc moi je suis chirurgien à l'origine et puis j'ai travaillé sur les liens entre la politique et l'intelligence artificielle. J'ai écrit plusieurs bouquins là-dessus et je me suis beaucoup intéressé au sujet de la formation et puis j'ai créé une dizaine de start-up high-tech dont une avec le docteur Claude Maluret qui était Doctissimo en l'an 2000. Alors, juste sur ce sujet de l'intelligence artificielle et de la formation, je voudrais rappeler quelques points. D'abord, il faut être très souple et très flexible parce qu'on s'est complètement trompé sur l'impact des nouvelles technologies en matière d'emploi et en matière économique. On a imaginé que la robotique serait rapide et que l'intelligence artificielle serait lente. Or, c'est le contraire. La robotique est en situation de calage. La robolution n'a pas lieu, pour reprendre le terme que l'on utilisait beaucoup il y a 3 ou 4 ans. En revanche, l'intelligence artificielle pose un vrai problème pour les classes moyennes et elle est scalable. Un robot n'évolue pas chaque nuit. Un système d'intelligence artificielle évolue en continu. Et donc, il y a une adaptabilité beaucoup plus grande de l'intelligence artificielle par rapport à la mécanisation robotique. Donc, les travailleurs manuels sont protégés pendant encore 1, 2 ou 3 décennies. À l'inverse, les petites classes moyennes, centrées sur les gilets jaunes, et massivement impactées par l'économie de la connaissance. Et donc c'est une surprise. Les travailleurs manuels sont protégés, ce n'est pas le problème aujourd'hui. Le deuxième sujet qui est intéressant, c'est de voir à quel point on s'est trompé sur l'impact sur le travail. Entre 1956, quand l'intelligence artificielle a été inventée en tant que terme à Dartmouth College, et puis 2011, les intelligences artificielles n'ont pas progressé du tout et n'étaient pas opérationnelles. On a été d'échec en échec, on appelle ça dans le jargon de l'intelligence artificielle, d'hiver en hiver de l'intelligence artificielle. En 2011, alors que la plupart des spécialistes de l'IA commençaient à se décourager et en avaient marre d'attendre le train technologique, l'apparition de montagnes de données, grâce aux données que nous mettons sur nos téléphones portables, et du dépassement d'un certain seuil de puissance informatique, a rendu une forme particulière d'intelligence artificielle, qu'on appelle deep learning ou machine learning, très efficace. L'intelligence artificielle a explosé, à tel point qu'en 2015, des gens comme Hawkins, comme Bill Gates, ont craint que l'intelligence artificielle ne devienne authentiquement intelligente, c'est-à-dire devienne une intelligence artificielle forte, menaçante. Bill Gates, qui était l'homme le plus riche du monde à l'époque, a dit « Je ne comprends pas que les gens n'aient pas peur ». Les gens avaient l'impression que l'IA forte dotée de conscience artificielle était au coin de la rue. C'était une monstrueuse connerie. En réalité, nous n'avons fait aucun progrès en intelligence artificielle forte. Il n'y a toujours aucune conscience artificielle. Si on regarde la situation aujourd'hui, donc nous n'avons pas d'IA forte, la robotique est en retard. En revanche, l'intelligence artificielle faible progresse rapidement. Chose inimaginable il y a 20 ans, aujourd'hui, l'intelligence artificielle de Google ou des géants chinois analyse un scanner mieux qu'un radiologue. Mais l'intelligence artificielle n'est toujours pas capable, la robotique n'est toujours pas capable de faire un café. Donc on a un décalage par rapport à ce qui avait été anticipé, ce qui doit rendre humble et nous conduire à faire attention sur nos prévisions à l'horizon 2070, parce que je rappelle que les enfants qui rentrent à l'école primaire en ce moment seront toujours sur le marché du travail en 2070. Le point qui me paraît très important, c'est que nous devons sortir des mensonges politiques en matière d'éducation, de formation. Nous devons sortir des mensonges politiques. Nous souffrons en France de schoolisme, comme disent les anglo-saxons.
Nous pensons que l'école va régler tous les problèmes. Nous avons une pensée magique sur l'école. Or, en réalité, l'école ne fait progresser que très peu les enfants. On a caché l'échec du dédoublement des classes de CP. Le dédoublement des classes de CP n'a fait progresser les enfants que de 0,07 et 0,13 écart type, c'est-à-dire quasiment rien, malgré une dépense considérable. Faire progresser les enfants est difficile. Donc il n'y aura pas de résultat magique. Nous avons aujourd'hui 30% des enfants français qui quittent l'école sans savoir lire et résumer un texte simple de 5 lignes, et cela ne va pas beaucoup s'arranger. Je vous rappelle qu'à l'échelle mondiale, il n'y a aucune expérimentation scolaire qui ait démontré une réduction significative des inégalités intellectuelles, ce qui est un élément essentiel pour la maîtrise de l'intelligence artificielle. La seule étude qui ait montré une vraie réduction des inégalités intellectuelles par l'école, c'est le programme lancé par Bush, No Child Left Behind, qui a montré de très beaux résultats. Les responsables du programme sont en pénitencier d'État pour 20 ans. Ils ont tout bidouillé. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de technologie pour réduire les inégalités intellectuelles significatives, et c'est un vrai problème dans une économie de la connaissance. Alors, ce n'est pas politiquement correct, et il n'est peut-être pas raisonnable de dire ça au Sénat, mais Plomin en Angleterre a montré que 64% des différences de maîtrise de la lecture sont d'origine génétique, et ne sont pas d'origine culturelle et environnementale comme on le pensait jusqu'à maintenant. Et je vous incite à lire ce qu'a écrit Plomin, qui est le grand spécialiste mondial de la neurogénétique et de l'intelligence. Donc, nous n'allons pas avoir de miracle. Pour compenser l'échec naturel de l'école, et qui n'est pas de la faute de l'école, on a développé des concepts tous plus foireux les uns que les autres. Tous codeurs, en imaginant qu'on allait permettre à tous les enfants d'apprendre le Python, alors qu'il y a à peu près un enfant sur 4 ou un enfant sur 5 qui est capable de faire du codage informatique. Donc le slogan « tous codeurs » est aussi débile que « tous astrophysiciens » ou « tous pilotes d'Airbus » ou tous chirurgiens. C'est totalement irréaliste. Et on a d'autre part fait croire que les digital natives, les gamins qui avaient un téléphone portable et qui allaient sur Instagram, allaient être plus compétents que les gens qui étaient d'avant. C'est totalement faux. Les études montrent que les digital natives ne maîtrisent pas mieux les concepts, ni même le numérique, que les seniors. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre un gamin de 15 ans et quelqu'un de mon âge en matière de maîtrise du numérique et de maîtrise cognitive. Les digital natives ne sont pas meilleurs que les vieux cons comme moi. Donc il n'y aura pas de transformation des gamins par la magie du code informatique et par la magie du codage informatique. Nous allons devoir nous heurter à une réalité qui est que l'école est une technologie aujourd'hui qui ne marche pas bien, la formation non plus, que nous investissons peu dans la recherche en éducation, de manière à trouver des méthodes éducatives qui permettent de réduire les inégalités intellectuelles pour éviter d'avoir demain une fracture sociale grandissante. Sortir du déni sur ces sujets est indispensable parce qu'il va falloir énormément investir en recherche en pédagogie pour faire de minuscules progrès. La concentration aujourd'hui des cerveaux dans les métropoles est alarmante. L'augmentation des écarts de revenus entre ceux qui maîtrisent bien la nouvelle économie et ceux qui ne la maîtrisent pas est également alarmante. Et je vous rappelle que chez les géants de l'intelligence artificielle, les très bons développeurs, les excellents cadres, touchent maintenant jusqu'à 2 millions de dollars par mois. Il y a une captation énorme des cerveaux par les géants de l'intelligence artificielle. Donc, nous allons avoir à faire face à une situation difficile pour les territoires. Quand vous regardez la carte des compétences et la carte des revenus, les territoires sont en train de se vider. L'intelligence artificielle n'est pas un instrument, grâce au télétravail, à distribuer les cerveaux sur tout le territoire. C'est un instrument qui vide les territoires de le cerveau pour les mettre dans quelques métropoles mondiales où les géants de l'intelligence artificielle et les entreprises qui sont les gagnantes de cette économie-là donnent des salaires de plus en plus importants avec une explosion des écarts, ce qui se traduit par le populisme, les gilets jaunes et tous les mécanismes de désespérance des petites classes moyennes impactées par l'intelligence artificielle. La grande difficulté à laquelle nous allons avoir à faire face,
en matière de formation, qui est tautologique mais décourageante, c'est que les gens intelligents apprennent plus vite que les gens moins doués. Et que donc, dans une économie de la connaissance, les gens plus malins vont pouvoir s'adapter plus rapidement et se former plus rapidement. En privé, tous les responsables de ressources humaines vous diront à quel point il est difficile, même avec des programmes de formation lourds, de faire évoluer des gens qui maîtrisent moins bien le raisonnement hypothético-déductif. Et cela se traduit sur le marché du travail très simplement. Dans un monde où on nous explique qu'il va falloir changer de métier tous les 5 à 7 ans, eh bien, quand vous êtes moins doué, eh bien, on ne vous embauche pas parce qu'on va avoir du mal à vous former tous les 5 à 7 ans à changer de métier. En revanche, les gens plus doués se forment tout seuls, se débrouillent tout seuls, et leur valeur sur le marché du travail augmente. Donc si nous ne réduisons pas les inégalités cognitives dans la nouvelle économie de la connaissance, mécaniquement, nous allons avoir une transformation de la fonction de production qui va se faire au détriment des gens qui apprennent moins bien, qui apprennent moins vite, c'est-à-dire des gens moins doués. Cette situation est catastrophique, elle nécessite une vraie réflexion politique et pédagogique. Et aujourd'hui, nous n'avons pas pris la bonne direction. On le voit dans le supérieur, j'avais écrit une tribune dans l'Express proposant qu'on offre un billet de TGV au Premier ministre pour qu'il aille à Lausanne. Le système français où on fait rentrer tout le monde dans des circuits universitaires généralistes, dans des facs poubelles, est mortifère. En Suisse, il n'y a qu'un gamin sur 3 qui rentre à l'université et les autres vont dans des magnifiques écoles professionnelles. Tous les enfants sont bien dans leur basket et on a encore vu, comme à Lyon, aucun gamin suisse s'immoler devant le Crous de Lausanne. Parce qu'on ne met pas les gamins suisses dans le piège horrible dans lequel on les met. J'étais récemment dans une fac où je faisais une conférence, j'avais honte. Ce n'était pas une fac, c'était une poubelle. Donc nous n'investissons pas sur nos écoles, sur nos universités, nous ne mettons pas les gamins là où ils pourraient être épanouis, on les laisse se piéger dans des formations et dans des universités qui vont en faire des chômeurs de longue durée, ce qui conduit dans un deuxième temps à la revendication du revenu universel, ce qui est un cauchemar politique que je combats personnellement, car dire aux gens qui n'arrivent pas à se battre contre l'intelligence artificielle, on va vous mettre au revenu universel à 18 ans jusqu'à attendre la date de votre mort, est horrible, est insupportable, mais nous nous y dirigeons si nous ne réduisons pas les inégalités intellectuelles et si nous ne trouvons pas le moyen de diminuer l'exclusion d'une part croissante de nos jeunes du marché du travail. Et regardez les statistiques, elles sont absolument épouvantables. Il y a une urgence politique. Nous devons arrêter de nous mentir sur l'école. Nous devons arrêter de nous mentir sur les résultats de l'école comme on l'a fait sur le dédoublement des classes de CP. On doit déterminer des stratégies intelligentes, abandonner la langue de bois, abandonner la pensée magique numérique. Il faut être raisonnable, il faut penser à nos enfants, il faut sortir de l'idéologie, retrousser les manches, énormément travailler, réduire un tout petit peu les inégalités intellectuelles va nécessiter des investissements massifs pendant des décennies et énormément d'énergie sociale et politique. Le temps est compté. Nous devons arrêter de déconner en matière d'éducation à l'ère de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, docteur, pour votre intervention et votre parler vrai, mais on s'y attendait un peu, pour tout vous dire. Vous nous avez posé, en réalité, beaucoup de questions. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur Ondřejek, si vous voulez bien. Bonjour, donc Christophe Ondřejek, directeur de l'ENMI. Dans l'enseignement supérieur lié à l'informatique, au numérique et digital depuis une quinzaine d'années, effectivement, je fais le même constat que monsieur Alexandre sur les manques, on va dire, pour la formation. À l'heure actuelle, en France, pour moi, il y a un gros souci pour l'accessibilité, on va dire, par exemple, à l'alternance, qui est prônée, qui est mis en avant sur l'école du numérique, sur l'insertion et la réinsertion de personnes qui sont en décrochage scolaire, et donc on va amener au digital. Rien n'est fait réellement pour les accompagner. Promettre, on va dire, à des jeunes en décrochage qu'en 3 mois, 6 mois, 1 an maximum, ils vont avoir un métier durable dans les métiers de l'Internet, du web, du numérique et encore plus de l'IA, pour moi c'est une erreur, dans le sens où on le voit, nous, nos étudiants qui rentrent sur des cursus de 3 ans ou 5 ans ont besoin d'expérimenter, de monter en compétences professionnelles par le terrain, avec des vrais retours terrain. Tous nos intervenants
sont des professionnels du secteur, forment, font des retours terrain, accompagnent sur la montée en compétences. Et c'est grâce à ces échanges que les jeunes arrivent à s'intégrer dans ces nouveaux métiers. À l'heure actuelle, beaucoup de jeunes arrivés sur, on va dire, ces métiers, on va dire, en émergence que l'IA, on va dire, c'est des buzzwords à la mode. Tout le monde veut aller dans ce domaine-là. Maintenant, ça va représenter 5 à 10% de ceux qui travailleront dans ce domaine. Les autres, il va falloir qu'ils travaillent autour. Et ça, on en parle peu. Quels sont ces métiers qui sont autour? Typiquement, quand on parle d'IA, on va parler en amont de data scientists qui vont préparer, qui vont réfléchir à des jeux de données, comment on va analyser, mettre en place des scénarios et des algos qui vont travailler pour nous. On va parler aussi de data engineers qui, eux, vont cleaner les data, les nettoyer, vont les préparer, vont permettre que, justement, tous les scénarios aient le moins de biais possible. Parce qu'avec l'IA, on induit quand même beaucoup de biais. L'IA est très intéressante, on va parler plutôt pour moi de machine learning dans des systèmes qui sont très contraints. Là, l'IA a une vraie valeur ajoutée, dans le sens où elle va pouvoir automatiser et travailler à la place de l'être humain. Dès le moment où on va rajouter une composante humaine, éthique, morale, législative ou autre, là, l'IA n'est plus capable, à l'heure actuelle, bien entendu, de faire le travail à la place des gens. Après, on va dire en aval, on va dire de toute l'analyse qui est faite de ces datas qui sont analysées par l'IA, on va avoir d'autres profils qui vont justement interpréter les données. Et là, malheureusement, l'IA ne remplacera encore, à mon sens, pas encore tout à fait l'homme, dans le sens où il y a une partie humaine d'analyse des données, où là, il y a un accompagnement à faire sur des chefs de projet, sur des métiers, alors excusez-moi pour les anglicismes, mais sur des métiers de product owner, par exemple, qui sont des métiers en forte émergence, liés à de l'agilité. Alors ça, c'est, on va dire, la nouvelle tendance dans beaucoup d'entreprises avec qui nous, on collabore, c'est justement de changer, on va dire, les modes de management des entreprises. Et donc, du coup, là où on avait historiquement un chef de projet qui allait avoir une vision uniquement sur son secteur, là, on va faire de la collaboration, justement, de l'intelligence collective avec typiquement une personne qui va être en charge, par exemple, on va dire, de la partie facturation, qui va s'occuper aussi des moyens de paiement, qui va s'occuper aussi de la partie financière, technologique, et ainsi de suite. Donc on va avoir des profils qui vont être vraiment pluricompétents. Ça, je pense que c'est vraiment, on va dire, très important à l'heure actuelle. Les études que font les jeunes pour rentrer sur le marché du travail, et entre autres du digital ou du numérique, doivent être pluridisciplinaires. On a beaucoup, on va dire, de formations qui sont très très réductrices, qui vont permettre de mettre un pied à l'étrier à certains jeunes, mais pour une période très très limitée dans le temps. Et c'est là où un accompagnement, je pense, de la partie de l'État peut être intéressant, dans le sens où, typiquement, pour pouvoir proposer des cursus en alternance, avec justement une montée en compétences des jeunes, il y a tout un processus de reconnaissance des titres en France, pour les écoles privées en l'occurrence, je parle, où il faut attendre 3 ans pour avoir une reconnaissance de son titre par rapport aux enquêtes d'employabilité des étudiants sortis de la formation. Et c'est là où arrive le problème. Comment proposer des cursus sur des métiers émergents en respectant ces délais légaux? Ça veut dire qu'un métier arrive sur le marché, on va devoir attendre 2-3 ans déjà pour s'assurer de la viabilité de ce nouveau métier, et ensuite attendre 2-3 ans que les étudiants soient rentrés dans le cursus pour pouvoir lancer et mettre en place de l'alternance. Ça, pour moi, c'est un frein, on va dire, à pouvoir couvrir ces nouveaux secteurs. De la même manière, nous, on a la particularité d'avoir des classes à taille humaine, c'est-à-dire qu'il y a, quand on parle de digital, on dit en général il y a une perte de rapport à l'humain. C'est faux. Toutes nos classes, on va dire, sont avec un maximum de 30 étudiants. On va dire les cours, on n'a quasiment pas de cours en amphi. Et justement, les étudiants qui viennent chez nous, qui font le choix de venir dans les écoles dites privées, viennent chercher cette proximité, viennent chercher ces interactions. Et au contraire, on se rend compte que le digital est source de fractures sociales. On a besoin d'avoir du lien, de l'humain. Les formations e-learning sont très intéressantes en complément de formation, mais pas de manière exclusive. Si elles sont, on va dire, utilisées de manière exclusive, dans ce cas-là, ça va être pour une partie de la population. Tout le monde ne peut pas se reconnaître dans ce type d'enseignement et dans ce type de montée en compétences. Et c'est là où il va falloir réussir à cartographier, catégoriser, entre guillemets, les attentes et les potentiels de chacun des jeunes pour les faire monter et leur donner un avenir dans ce domaine. Très bien, merci beaucoup pour vos propos. Je vais passer la parole à Madame Quintini ensuite, si vous voulez bien.
Merci pour cette invitation, cette opportunité de porter le point de vue de l'OCDE. Donc à l'OCDE, je gère une équipe qui s'occupe depuis plusieurs années justement des changements au sein des métiers et aux politiques qu'on peut mettre en face pour faire face à ces changements. Évidemment, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle sont les changements dont on parle le plus, bien que les autres grands changements restent. Il y a toujours le vieillissement de la population qui est un très vieux trend, disons, mais qui est tendance, mais qui reste quand même assez important, surtout dans le changement du contenu des métiers. On a travaillé sur ces fameux chiffres de combien d'emplois pourraient être à risque. On est très très loin des chiffres cités de 85% d'emplois qui n'existent pas encore. J'y crois pas trop non plus. Mais après, on est très loin aussi de ceux qui disent 50% des emplois seront détruits à cause des nouvelles technologies. Alors nous, on regarde ce qui sont les tâches que les gens font dans leur emploi et on considère qu'à peu près donc sur les emplois individuels, donc chaque personne qui répond à l'enquête décrit ce qu'ils font dans leurs emplois, donc ce n'est pas basé sur leur titre professionnel. Et donc on estime qu'à peu près en France, on a 16% d'emplois qui pourraient être à risque d'être, disons, on dit automatisé, dans le sens où il y a une composante importante de tâches qui sont très routinières, basées sur des tâches physiques qui pourraient être donc facilement accomplies par des machines, des technologies. Il y en a encore à peu près un tiers où effectivement le contenu pourrait changer considérablement. Et c'est surtout sur ce changement que je veux mettre l'accent parce que c'est pas question d'un futur catastrophique où les emplois vont disparaître complètement, mais ce qui est sûr, et on l'a déjà vu tous dans nos emplois dans les 10 ans passés, par exemple, la façon dont on travaille change. Donc certaines tâches sont plus faciles parce qu'elles sont automatisées. L'ordinateur nous aide à ne pas faire des erreurs d'orthographe, par exemple. Donc ça, c'est très facile. On n'a plus besoin presque de grammaire ou d'orthographie. Et il y a plein d'autres exemples. Mais ça veut dire qu'on a plus de temps pour faire autre chose. Heureusement, pour la plupart d'entre nous, ici présents, des choses plus intéressantes. Mais ça veut dire qu'on doit savoir s'adapter, qu'on a besoin parfois de formation pour s'adapter. Globalement, on sait aussi que l'emploi a continué à évoluer, mais que la création d'emplois, au moins un quart des emplois créés dans les 2 dernières décennies, c'est surtout dans des emplois qui sont très riches en capacité cognitive de haut niveau, interaction sociale assez complexe. Donc, je ne parle pas seulement vendre quelque chose à un client, mais par exemple percevoir des différences culturelles et donc adapter, par exemple, son discours quand on se trouve devant une personne d'une culture différente. Donc, ou sinon faire du conseil, donc encore des interactions sociales assez complexes. Et tout ça, malgré le fait qu'une grande partie de la population, comme l'a dit aussi Monsieur Alexandre, a encore des compétences de base assez faibles, sans parler des compétences de TIC et des compétences aussi de résolution de problèmes dans des contextes digitaux. C'est là que je me permets un peu d'être en désaccord parce qu'en effet, on a vu dans notre enquête que les personnes plus âgées ont quand même plus de difficultés à résoudre dans la résolution des problèmes dans des contextes digitaux. Donc, on lui propose des problèmes comme acheter des tickets sur Internet, retrouver de l'information, mais qui est en forme digitale que les plus jeunes. Effectivement, ça peut être aussi le résultat de l'évolution du niveau d'éducation dans le temps. Donc, effectivement, c'est des cohortes assez différentes. Donc, dans tout ça, comme vous l'évoquiez dans votre introduction, il y a effectivement des appareillements qui se créent entre l'offre et la demande. On observe déjà qu'il y a effectivement des pénuries dans ces compétences de haut niveau qui sont plus difficiles à sourcer par rapport à la demande des entreprises et par contre des surplus de compétences plus physiques, plus manuelles et plus facilement automatisable. La formation initiale pourrait résoudre certains problèmes, admettant qu'on trouve la formule magique pour mieux préparer les jeunes, mais sans doute, de toute façon, il y a en premier beaucoup d'adultes qui sont toujours là, déjà là sur le marché du travail, on ne va pas les renvoyer à l'école.
Et il y a même les gens qui sont à l'école aujourd'hui, comme l'a évoqué M. Alexandre, resteront sur le marché du travail plusieurs années. Ils auront besoin de se reformer tout le temps. Et ce qui se passe effectivement, c'est que cette formation est très difficile d'accès aux gens qui en ont plus besoin. Donc ceux qui sont peu compétents, qui ont un niveau de base plus bas, parce qu'il y a une barrière d'accès très souvent, parce qu'ils ont leur propre barrière à la formation. Les personnes plus âgées, parce qu'on les forme beaucoup moins, et aussi ceux qui se trouvent justement dans des emplois plus à risque d'être automatisés. On les forme beaucoup moins de ceux qui sont dans des emplois qui ne sont pas autant à risque, et on forme beaucoup moins dans les petites et moyennes entreprises par rapport aux grandes entreprises. Donc, ce qu'on regarde, c'est effectivement quelles solutions on pourrait trouver. Alors, je suis d'accord que c'est très difficile de trouver des bons exemples, mais il y en a quand même à niveau international. C'est un peu notre job de comparer les pays et de voir, essayer d'éplucher quelles sont les expériences positives. Du côté des individus, on remarque qu'un élément très très important, c'est quand même la motivation à se former. Donc en France, par exemple, quand on demande si les gens auraient voulu se former mais n'ont pas pu le faire, seulement 15% nous disent qu'ils auraient voulu se former mais n'ont pas le faire. Ça veut dire que le 85% qui reste, disons, il n'avait pas envie de se former. Ça pourrait être aussi qu'on ne lui a pas offert des formations qu'il considérait pouvaient être utiles, ou sinon qu'il ne voit pas l'intérêt à la formation. Donc là, c'est un grand effort de motivation à faire. Donc il y a pas mal dans les pays qui ont été un peu plus, qui ont plus de succès en augmentant la participation dans la formation, c'est surtout des campagnes de grandes informations. C'est très difficile d'établir cause et effet avec des campagnes d'information, mais il y a quand même eu beaucoup d'efforts à faire comprendre à tout le monde l'importance de la formation. Et après, il y a d'autres barrières très concrètes qui sont souvent plus élevées pour les peu qualifiés. C'est le manque de temps et d'argent. Les deux peuvent être un peu interchangeables sur certains aspects, parce que si vous imaginez, si j'avais envie de prendre du temps de mon travail ou de ma vie familiale pour me former, je pourrais payer une nanny qui s'occupe de mes enfants tant que je vais me former. Ça, c'est pas forcément possible si on est au salaire minimum. Donc il y a effectivement des contraintes de temps qu'on n'a pas, qui pourraient être résolues avec des subventions plus généreuses en termes de financiers. Par contre, là, il y a quand même d'autres solutions. Par exemple, beaucoup de pays envisagent des formations beaucoup plus courtes. Ça permet de, après, cumuler les différents modules et arriver en qualification plus tard, après plusieurs modules. Ça permet aussi aux adultes qui ont eu une mauvaise expérience à l'école de ne pas être confrontés à un cours de 6 mois où ils ne sont pas en train de travailler mais se retrouvent dans un contexte de classe. Là, c'est des formations beaucoup plus courtes et beaucoup plus visées. Le Danemark, la Suisse le font depuis très longtemps avec pas mal de succès. Après, il y a toutes les initiatives liées au coût. Donc en France, il y a le compte personnel de formation. On va voir comment ça va effectivement se marcher. Mais il y a beaucoup de pays qui regardent cette expérience et qui sont en train de l'introduire en Europe, les Pays-Bas, la Flandre, par exemple, en Belgique. Du côté des entreprises, c'est un peu les mêmes histoires. Donc, en premier, ce qu'on observe, ce qu'on retrouve dans les réponses des entreprises, c'est une préférence pour le recrutement, très tristement. Donc, la première raison pour laquelle les entreprises ne forment pas, c'est qu'ils préfèrent trouver des plus jeunes ou des mieux formés sur le marché du travail et virer ceux qui ne peuvent pas plus accomplir leurs tâches à cause du changement. Mais après, il y a toujours, donc là aussi, il faut faire quand même des campagnes d'information. Après, il y a toujours le manque de temps, donc la pression dans le contexte de travail, très importante pour les PMI, parce que si vous imaginez que vous êtes 3 dans l'entreprise et une personne va se former, c'est un tiers de votre force de travail qui disparaît. Et après, il y a le coût.
encore le coût de la formation. Je pense que pour les entreprises, encore, il y a de très bons exemples. Il y a déjà des programmes pour inciter, vous l'avez dit, je pense un peu dans l'introduction, le management, la leadership, pour les sensibiliser à l'importance de la formation en entreprise, de créer des environnements qui sont, disons, porteurs de l'apprentissage, c'est-à-dire que la formation n'a pas besoin d'être une formation dans un cours particulier. On sait que la vaste majorité, on a sorti un papier l'année dernière, la vaste majorité de l'apprentissage se fait sur le poste. Par les collègues, tout seul, etc. Donc déjà, créer cet environnement, c'est très important. Il y a aussi des programmes qui font ainsi que les petites entreprises se groupent ensemble pour pouvoir trouver, par exemple, des prestataires pour la formation. C'est très difficile pour une petite entreprise, dans une petite zone peut-être rurale, disons, de trouver quelqu'un qui puisse faire le cours. Donc, en se mettant ensemble, ce problème est un peu réduit. Ça s'appelle des group training organizations. Ça existe dans plusieurs pays. Et encore un exemple intéressant, c'est un exemple en Corée où les grandes entreprises sont liées aux petites entreprises, souvent dans leur filière de production, pour encore aider les petites entreprises dans surtout tous les défis de formation. Et je finis par des programmes encore pour les petites entreprises. C'est très difficile d'identifier les besoins de formation. Donc, comment ils vont regarder la force de travail et dire, bah, toi, je pense que si tu te formais en ça, on pourrait améliorer, je sais pas, la productivité, on pourrait adopter de nouvelles technologies, etc. Donc, il y a des programmes, par exemple en Finlande, qui aident les petites entreprises à faire ça, à faire un bilan de leurs besoins et après organiser la formation dont on a besoin. Et parfois aussi, au Danemark, en Finlande, en donnant des chômeurs pour remplacer la personne qui part en formation. Donc, on forme le chômeur à l'avance, on le met dans l'entreprise pour remplacer la personne qui s'en va. Donc, c'est un peu gagnant pour tout le monde parce que la personne peut se former, le chômeur va se former et l'entreprise, au moins en partie, n'a pas à voir disparaître leurs ressources. Donc, je trouve qu'il y a quand même des bons exemples qui peuvent être, peuvent être pris et considérés par la France, qui ont marché relativement bien dans d'autres pays. Bien, merci beaucoup, Madame, de nous avoir parlé de façon concrète des travaux de l'OCDE. La parole maintenant, si vous le voulez bien, Monsieur Torossian. Madame la Présidente, merci de nous recevoir ce matin pour parler d'un sujet très vaste, évidemment, autour de la formation. Alors j'ai bien écouté le docteur Alexandre, peut-être qu'on pourra ensuite discuter. On a beaucoup attaqué l'école, donc je vais devoir la défendre et d'une certaine manière, peut-être regarder ce qu'on a fait déjà. Je vais tout de suite commencer par le lycée professionnel. Quand vous regardez l'évolution du lycée professionnel sur les 30 dernières années, malgré tout, il y a quand même une très forte évolution. Si vous rentrez dans les ateliers aujourd'hui, il n'y a plus de graisse, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Il n'y a que des machines à commande automatisée. Les élèves il n'y a plus de bruit dans nos ateliers. Et ce sont des espaces qui donnent envie. Je suis d'accord qu'il y a encore peut-être du chemin à parcourir, mais ne négligeons pas aussi le chemin parcouru et regardez l'investissement de nos régions sur le bâti scolaire, notamment le lycée professionnel, ces 30 dernières années, il est remarquable et on peut jeter la pierre, mais de temps en temps, c'est quand même bien de regarder la vérité. J'étais avec le député Villani à Mayotte, au mois de novembre pour la promotion du plan Villani-Torossian justement pour les mathématiques et nous avons visité le lycée professionnel du Bois. Eh bien le lycée professionnel du Bois à Mayotte, c'est formidable. Voilà. Et y compris dans nos lycées agricoles, les choses ont quand même bien changé. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire, c'est que le lycée professionnel a su intégrer les nouvelles technologies qui ont été autour de l'automatisme et de l'automatisation des processus. Donc ça veut dire qu'on a été capable de s'adapter, je veux dire, à la révolution technologique qui n'est pas de l'ordre de l'IA, mais qui est de l'ordre du numérique. Ça, c'est une réalité
tous les élèves du lycée professionnel aujourd'hui maîtrisent les outils numériques. Puisque toutes les commandes sont numériques, je veux dire, y compris pour changer sur un tour, je veux dire, c'est numérique. Je veux dire, c'est fini le temps où il fallait manipuler des fraises, et donc c'est tout automatisé. Alors, que dire, je veux dire, je retiens plusieurs choses. D'abord, sur la question de l'intelligence artificielle et l'impact sur les métiers à l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Deux types de métiers. Les métiers... le métier élève, on va en parler dans un second, le métier professeur, 1 million d'emplois, malgré tout, ça nous touche, et les métiers de l'encadrement. Alors, sur tous ces trois secteurs, je dirais que l'intelligence artificielle n'est pas une menace aujourd'hui sur ces trois métiers, élève, professeur et encadrement, puisqu'on est au cœur de l'humain. Il est peu probable que les humains acceptent d'être, disons, en contact. On sait que les humains aujourd'hui apprennent beaucoup plus vite et beaucoup mieux quand ils sont en contact d'humains. Donc ça, c'est une chose. Donc il n'y a pas de menace structurelle et systémique des emplois de professeurs. Professeur reste encore un métier d'avenir. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, l'intelligence artificielle vient intégrer les trois métiers que j'ai cités, élève, professeur et cadre, comme fonction support. Et là, on a plutôt une synergie gagnant-gagnant à construire. On est au démarrage. Prenons le cas des professeurs. La question qui se pose, et INRIA, il travaille largement, c'est la question du professeur augmenté. Alors, il ne s'agit pas du salaire, malheureusement, mais bien évidemment de tout ce qui l'intelligence artificielle va permettre d'aider le professeur dans son travail au quotidien. Alors, ça peut être vu comme une menace, d'un point de vue des compétences professionnelles. Est-ce que mes compétences professionnelles sont remises en cause parce qu'il y a une machine qui analyse mieux les erreurs des élèves ou pas que moi, par exemple? Nous disons aujourd'hui, et c'est ce que la direction du numérique éducatif a lancé, des partenariats avec des startups d'intelligence artificielle sur les assistants professeurs. Ici, on est sur le cycle 2, c'est-à-dire le tout début de la scolarité, cycle 2, cycle 3. Et donc, on a lancé aujourd'hui des processus recherche-développement pour permettre à tous nos professeurs d'être outillés à terme, disons, d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour mieux analyser les difficultés scolaires des élèves et être finalement plus efficaces dans leur enseignement. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous avez des classes de 30, 40 élèves, c'est difficile, disons, d'être captif sur chacun d'entre eux. Le travail est colossal. Et si des machines peuvent aider les professeurs à mieux analyser ce qui se passe sur l'apprentissage du calcul, l'apprentissage de la lecture, des langues, etc., eh bien, nous sommes intéressés. Donc, ce n'est pas une menace, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant pour nous. Alors, deuxième point, prenons le cas du métier élève, eh bien c'est la même chose. Le métier élève, rendre plus efficaces les apprentissages, c'est aussi peut-être quelque chose qui peut être une réponse aux craintes du docteur Alexandre. Et j'allais dire que déterminer qu'est-ce qui, dans les apprentissages, restera quand on aura tout oublié. Il ne s'agit pas, d'une certaine manière, de mettre en opposition les connaissances, puisque les connaissances, elles ont tendance à évoluer, mais qu'est-ce qui reste quand on a tout oublié? On sait que la plasticité du cerveau, elle est maximale quand on est jeune. Je veux dire, tout le monde sait autour de cette table qu'il est difficile d'apprendre le chinois quand on a dépassé les 50 ans. Ça peut arriver, mais c'est plus difficile que quand on a 2 ans. Ça, on le sait. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faut dans l'enseignement pour garder cette plasticité intéressante qui permet les apprentissages? Alors, la réponse est dans le livre de Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, qui décrit finalement les 4 piliers de l'apprentissage. Je vais les rappeler ici. D'abord, être en capacité d'attention. C'est vrai, j'allais dire, du bébé jusqu'à l'adulte. D'être en capacité d'attention. Donc, il faut pouvoir se concentrer. Et se concentrer peut-être plus que 3 secondes. Je le dis, j'ouvre une parenthèse, la capacité de concentration de nos élèves a diminué, je veux dire, avec l'âge. Donc, quelque chose, être en capacité de concentration. Ensuite, être en capacité d'engagement. C'est le deuxième pilier. Il faut être engagé, enfin, il faut avoir envie.
Si vous n'avez pas envie, eh bien, vous n'allez pas arriver. Si vous ne donnez pas envie aux travailleurs, aux adultes de se former, eh bien, ça ne va pas marcher. Donc le deuxième pilier, c'est l'engagement. Le troisième pilier, c'est l'essai-erreur. Le cerveau fonctionne par essai-erreur. On a le droit de se tromper. Et moi, je dis aujourd'hui aux cadres, y compris aux inspecteurs que nous formons, vous avez le droit à l'erreur. Prenez des risques. Prenez des risques. Et cet essai-erreur, un enfant qui apprend à marcher, ben, il tombe. Quelqu'un qui apprend, si vous pensez pouvoir faire du vélo du premier coup, ben, ça ne va pas marcher. Si vous prenez aucun risque au ski, vous ne serez jamais un skieur. Donc, quelque part, l'essai-erreur, c'est ce qui permet au cerveau de stabiliser ses apprentissages et d'être accompagné sur ces deux premiers piliers. Et le quatrième pilier, c'est la consolidation, pour pas que les choses partent en fumée. Et en quelque sorte, si on réfléchit un petit peu, et c'est le mot d'ordre que je donne aujourd'hui à l'Institut que je dirige, c'est que les 4 piliers d'apprentissage du bébé s'appliquent aussi pour les adultes en termes de formation continue. Donc si on applique la méthode de Stanislas Dehaene, en regardant comment le cerveau humain fonctionne, eh bien on a des pistes intéressantes qu'on peut décliner en fonction des publics. Donc ça, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je surveille mon temps de parole, la question de notre capacité à former les adultes et les élèves qui nous sont confiés dans notre organisation. Alors les élèves, vous les connaissez, mais les adultes, les professeurs, est-ce que nous avons été brillants ces dernières années dans notre capacité à former, à accompagner nos professeurs qui aussi, comme tous les travailleurs de ce pays, ont besoin de formation continue? Alors la réponse est un petit peu oui et non, d'une certaine manière. Aujourd'hui, les institutions, notamment l'éducation nationale, met en œuvre un plan stratégique de formation. Et qu'est-ce qu'on va retenir de ce plan stratégique? La DGRH, le plan stratégique de formation continue à 3 ans, voire 5. Quels sont les éléments qu'on peut retenir en termes, disons, de philosophie? Alors, c'est assez simple, finalement. Tout se passe, et ça rejoint ce que disait notre Madame Quintini, c'est que les choses se passent localement. La circonscription, c'est-à-dire le district pour le premier degré, la circonscription apprenante, l'établissement apprenant, faire redescendre dans l'établissement les structures d'apprentissage et de la formation continue. Voilà une direction dans laquelle nous devons nous engager. Au lieu de faire sortir nos professeurs des établissements scolaires en leur disant vous allez vous former à Poitiers. Poitiers est une très belle ville. Ce qui est important, c'est surtout de pouvoir apprendre, d'avoir un processus de formation continue à l'intérieur même de son établissement. C'est ce que font remarquablement les établissements asiatiques et vers quoi nous devons tendre. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est finalement un mix, ce qu'on appelle une hybridation entre des présentiels, c'est-à-dire ce que mes deux collègues ici à côté décrivaient, c'est-à-dire des petites classes à taille humaine, une trentaine de personnes, d'une part, et d'autre part, un distanciel. Et là aussi, l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies nous ouvrent des voies tout à fait intéressantes pour booster la question du distanciel, qui, vous savez, était quand même un peu un échec. Les MOOC, dont on parlait tant il y a quelques années, ont disparu du paysage. Seuls 5% des étudiants et des adultes sont capables de suivre un MOOC, je veux dire, jusqu'à son terme. Donc il y a une sorte de désengagement, ça on le sait. Et donc tout l'enjeu ici, c'est de faire que le distanciel, de chez soi, le soir, par petites capsules, les petits pas, les open badges, accumuler des crédits qui permettront ensuite d'obtenir une certification. Donc là aussi, tous ces parcours, l'intelligence artificielle va nous permettre d'augmenter notre efficacité sur le distanciel, qui est pas facile quand vous êtes au quotidien, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans une école, et que vous demandez, bien le soir, après avoir travaillé pendant 6 heures face à des élèves, bien vous allez rester 1 heure à travailler face à un ordinateur qui va vous faire travailler, je ne sais pas trop quoi, mettons le Python, eh bien c'est difficile. Donc oui, on a des efforts et je suis très confiant de ce côté-là sur notre capacité à rendre attractifs les formations distancielles qui permettront de résoudre la question un petit peu de l'inégalité territoriale.
Le dernier point sur lequel je voulais aborder, c'est la question, effectivement, peut-être c'est la question, effectivement, de la formation des élèves au niveau de l'informatique. Alors ça, c'est un sujet que Cédric Villani a traité dans son ouvrage et qu'on a traité dans notre rapport sur les mathématiques. C'est un véritable enjeu. Aujourd'hui, nous dirons qu'il n'y a pas de dialectique très posée et très ferme sur la question, faut-il que 100% des élèves français, mettons de 14 ans, sachent coder en Python? Le docteur Alexandre nous dit la probabilité que 100% des élèves est assez faible. Et donc la question qu'on peut poser aujourd'hui, c'est à quel niveau on peut avoir des apprentissages. Il faut savoir comment ça fonctionne. Donc nous allons lancer très prochainement une étude, disons, vraiment systémique sur qu'est-ce que doit être l'éducation à l'informatique, et pas uniquement au numérique, mais vraiment l'informatique de l'école primaire jusqu'à la licence. Je vous rappelle ici que tous nos élèves de CM1 et de CM2, tous nos élèves sont en contact du logiciel Scratch, et donc qui est un premier logiciel inventé par le MIT et un premier logiciel de programmation. Donc tous les élèves de France font de la programmation. Tous. Donc nous avons introduit de manière assez, avec un certain succès au collège, le continuum sur Scratch. Donc on ne va pas dire aujourd'hui ici que nos élèves ne sont pas formés à l'algorithmique et à la programmation. Donc on peut affirmer même que c'est plutôt un succès. La question c'est, est-ce qu'on passe de Scratch, qui est assez ludique, qui a un premier contact avec l'algorithmique, la pensée informatique d'une certaine manière, est-ce qu'on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire on monte en gamme, 4e, 3e par exemple, c'est une vraie question qui peut se poser. Est-ce qu'il faut que tous nos élèves de 4e et 3e, dans un collège unique et obligatoire, soient formés à l'apprentissage du Python, par exemple, ou d'un langage de programmation, ou de la logique informatique, de manière plus... Cette question est encore ouverte. Alors après, évidemment, on va sur la spécialisation. Je veux dire, on a ouvert NSI, numérique et sciences informatiques dans le lycée, dans la réforme du lycée. On a 15% des lycéens du lycée général, des garçons, qui ont choisi informatique, 2,7% des filles. Donc je signale à la commission ici qu'on a, au-delà de la question des territoires, des problèmes disons, liés au genre. Et donc c'est une question qu'il ne faut pas éluder. Donc la question est ouverte. Je pense que l'éducation nationale n'a pas encore répondu. Peut-être que c'est une question politique, un choix de société. Et il reviendra à la commission d'indiquer à nos ministères peut-être la voie à suivre. Merci, on retiendra votre proposition d'interpellation. Merci beaucoup. Alors nous allons poursuivre et terminer avec Madame Bonneves et peut-être Monsieur Dissot. Je ne sais pas si vous allez parler à deux voix. Enfin, en tout. Bonjour, merci de votre invitation. Peut-être vais-je commencer, puisqu'en fait l'étude est un axe du projet que nous avons lancé, et M. Dissot interviendra plus peut-être sur la partie chiffrée et constat d'étude qui a été menée. Très bien. Donc, je suis Hélène Van Wey, je travaille au MEDEF Lille Métropole. Dans ce cadre-là, j'ai deux casquettes. Une casquette plus nationale avec laquelle j'accompagne des branches professionnelles sur les prospectives emploi, métiers, en lien avec les partenaires sociaux et les ministères, notamment la DGFP, ministère de l'Éducation nationale et les opérateurs type OPCA, maintenant OPCO. Pardon. Et je travaille également en région et sur des projets qui rassemblent l'écosystème, mais également sur des problématiques d'emploi, de formation, de recrutement et de prospective sur les emplois et les métiers. Donc, je vous propose de vous faire un état des lieux en fait du projet qu'on a lancé en Hauts-de-France, qui se veut être une réponse et surtout apporter des solutions concrètes et opérationnelles aux chefs d'entreprise et à leurs collaborateurs sur une question ou sur des mots, l'intelligence artificielle, qui sont fort usités et dont on entend beaucoup parler depuis 18 mois ou 14, enfin bon, peu importe, mais qui restent très mystérieux pour le chef d'entreprise et même pour nous-mêmes, je pense. Voilà, donc l'idée de cette démarche en Hauts-de-France était de se dire, et je me suis rapprochée de la DGFP pour leur proposer cette initiative, c'est comment construire en fait sur un territoire le terreau favorable à l'émergence de l'IA de manière concertée avec l'ensemble des acteurs, chacun apportant sa pierre et son expertise. Et l'idée, c'est de faire un mouvement d'ensemble, une dynamique régionale pour d'ailleurs dupliquer, pourquoi pas, cette expérience, créer des outils, en tout cas créer des synergies en capacité d'aider nos entreprises. Donc l'État, que je remercie
remercie d'ailleurs, hein, la DGFP a accepté de suivre ce projet. Donc un projet de 2 ans, 2019-2020, autour de 4 axes que je vais vous présenter. Au départ, on avait un constat, hein, pourquoi l'IA? Alors moi, j'avais accompagné des démarches autour de la transition digitale, numérique, des branches, etc. L'IA semblait être l'étape à venir, ou semble l'étape à venir, mais je parle vraiment en toute humilité. On commence à en entendre parler en entreprise, on en entend bien sûr parler à droite à gauche par les auteurs des conférences, etc. On voit des rapports sortir, le rapport de Cédric Villani, France Stratégie, enfin bon. Et en même temps, on a cette volonté, et on le sent bien nous au niveau des branches et des interpros, on sent la volonté aussi du gouvernement de nous accompagner sur ces thématiques. Tout ça a fait émerger ce projet. Alors, l'idée, encore une fois, et ça sera peut-être plus là-dessus que je vais insister, c'est le pragmatisme, en fait, dont il faut faire preuve autour de cette notion et autour de l'accompagnement de nos entreprises. Et avant tout, l'idée de ce projet, c'était de désacraliser, ou en tout cas de sensibiliser, de communiquer autour de ce sujet. Très clairement, quand vous en parlez à un chef d'entreprise, il se dit, bon, oui, l'IA, on entend parler, il va falloir que j'y aille d'une manière ou d'une autre, mais c'est quoi, comment je fais? Et on a eu des réactions d'ailleurs très intéressantes quand on a fait des manifestations où on présentait le projet. Je me souviens d'un ou deux chefs d'entreprise, à un moment, ils disaient, mais bon, très bien, ok, on est partant, mais j'appelle qui? Et moi, j'ai trouvé cette question très pertinente, enfin, elle est toute simple de la part d'un chef d'entreprise, mais c'est comment je fais, j'appelle qui et comment je prends ce sujet loin de dispositifs parfois très complexes, etc. Donc, la manière dont on a bâti ce projet, c'était déjà de réunir l'écosystème. Aujourd'hui, on a les entreprises, on a les organismes de formation, on a les labos, on a les chercheurs, on a les organismes privés, publics, etc. Et on sent que finalement, chacun a une part d'information sur ce qui existe autour de l'IA, mais que globalement, cette information n'était pas du tout partagée. Pour nous, il était essentiel de commencer par une étude. Alors, ne pas tomber dans le travers de l'étude, on fait une étude, on est content, voilà, on a fait des livres, etc. L'idée, c'était de partager un constat et de commencer à établir une cartographie du territoire sur ce qu'était l'IA. Alors, cette cartographie autour, bien sûr, des entreprises par secteur d'activité, savoir quelles entreprises, enfin, les ressentis d'ailleurs d'entreprises autour de cette question, leur degré de maturité, leur degré de connaissance de ce que pouvait être l'IA, de la manière dont elle pouvait impacter leurs organisations. Une cartographie autour des organismes de formation, voir finalement, parce que les entreprises ne vont pas faire former leurs salariés à Marseille quand on habite Lille. Donc, quels organismes de formation étaient aujourd'hui en capacité, ou écoles, de travailler sur l'IA et en mesure d'apporter de l'aide à nos entreprises. Quels étaient aussi les niveaux touchés, puisqu'effectivement, moi, j'ai pas trop de crainte pour les niveaux supérieurs. Je travaille sur des branches plutôt industrielles, type recyclage. On a là beaucoup d'opérateurs de tri, beaucoup de maintenance, beaucoup de chauffeurs, une population peu qualifiée au départ. J'ai plus d'inquiétude pour ces personnes-là et la manière dont on peut les accompagner. Donc cette cartographie a été faite, Hervé en parlera. Et puis une cartographie aussi des entreprises qui accompagnent déjà, qui offrent déjà des solutions IA à des entreprises, que ça soit sur la partie logistique, santé, etc. Voilà. Donc cette étude a été lancée début janvier, elle a été restituée le 17 septembre. Vous la retrouvez, vous l'avez peut-être vu, on a créé un site iahdf.org. On en a fait des livrets, mais également l'intégralité de l'étude est disponible, vous pourrez aller la consulter. Le deuxième projet, enfin je laisserai du coup Hervé parler de l'étude. Le deuxième projet, c'était de travailler sur de la certification, sur la formation, sur l'accompagnement. Déjà voir quels étaient les points manquants en Hauts-de-France éventuellement sur le travail de l'IA. Et puis on s'était dit, on peut peut-être créer une certification, mais laquelle ? Parce que finalement tous les niveaux sont concernés. On a et chemin faisant et à l'écoute des entreprises. Et encore une fois, on retombe dans la nécessité du pragmatisme et de l'opérationnalité, de la rapidité pour l'entreprise. On s'est dit, tiens, on va travailler sur ce qu'on a appelé un chef de projet IA. C'est-à-dire comment former un homme clé
qui pourra aller dans l'entreprise et faire la passerelle entre les métiers, entre la direction, entre l'écosystème aussi régional, puisqu'une fois qu'on est en entreprise, il faut aussi diriger l'entreprise vers les bons acteurs et les bonnes personnes ou les bons organismes de formation. Donc ça, c'est une certification qu'on est en train de créer, qui sera opérationnelle en septembre 2020 et dont on espère qu'elle portera ses fruits sur l'accompagnement concret de l'entreprise. Ensuite, l'accompagnement des entreprises, c'est aussi les sensibiliser. Et on se rend compte, en fait, en Haute-France, que dès qu'on fait une manifestation autour de l'IA, les gens viennent. Ils viennent parce qu'ils ne savent pas, mais ils savent qu'ils doivent venir. En fait, c'est un peu, et on a nous-mêmes été étonnés du nombre de personnes présentes à chaque fois qu'on a lancé une manifestation autour de l'IA sur des sujets divers et variés. Et on pense que la sensibilisation avant tout des directions, des COMEX, des CODIR ou de la TPE est indispensable pour lancer un mouvement d'ensemble. Puisqu'aujourd'hui, on peut se focaliser sur la formation, mais l'entreprise doit être attractive et doit pouvoir présenter ou se projeter dans un projet. Et il faut avant tout que la direction soit convaincue et surtout comprenne ce qu'il y a derrière la thématique IA et en quoi elle peut lui amener la compétitivité, en tout cas des atouts vis-à-vis de ses concurrents. Alors on travaille sur cet accompagnement à la fois à travers de la sensibilisation et puis des accompagnements plus longs de 7 jours qu'on a mis au point. Donc à chaque fois, ça a été des accompagnements personnalisés qu'on met en œuvre. Et on se rend compte en fait que ça soit la TPE, mais aussi des grosses entreprises, on a, comme dans tous les territoires, des entreprises phares sur nos territoires, elles sont peu avancées sur le sujet de l'IA et elles ont besoin, même à leur propre niveau, alors qu'elles ont quand même des armées, entre guillemets, de gens compétents, de gens formés, elles ont besoin d'être avec d'autres entreprises, elles ont besoin de connaître leur écosystème, elles ont besoin aussi de retours d'expérience. Et on travaille beaucoup sur ces cas d'usage, ces retours d'expérience, pour dire, regardez, par exemple, telle entreprise, en plus, comme on prend des entreprises de la région, elles s'identifient très vite, tout le monde se connaît dans une région, et quand c'est mon voisin ou celui ou des grosses entreprises, que je ne citerai pas, mais qui sont présentes sur le territoire, qui viennent expliquer comment elles ont pu faire et ce que ça a pu leur apporter, tout de suite, c'est ah bon, et alors comment on fait, etc. Donc vraiment, on essaye beaucoup de travailler sur cette sensibilisation, sur cet accompagnement, et aussi parce que le recrutement est difficile et on verra qu'on manque, déjà on a identifié beaucoup de manques de formation, beaucoup de manques, et on va avoir des problèmes de recrutement. On se dit aussi, et pour avoir rencontré des chercheurs, que pour attirer ces talents-là, il faut que l'entreprise soit attrayante, attractive. Et au-delà du salaire, qui est bien sûr ultra important, c'est le sens qui est donné à la démarche de l'entreprise autour de ce projet IA. Donc on travaille aussi beaucoup sur ces questions. Et puis on a fait on a également travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'effectivement on se dit aujourd'hui que dans les lycées, notamment, ou les collèges, les enfants d'aujourd'hui seront les salariés de demain. C'est une vérité implacable. Et finalement, on les sent aussi très peu investis dans la question de l'IA. Et on a travaillé sur un petit film concours, Je filme le métier qui me plaît, en leur demandant de travailler sur la thématique de l'IA dans les collèges, dans les lycées en Haute-France. Alors on a eu plein de films hyper drôles en fait, mais qui nous montrent aussi finalement le gap entre ce qu'ils peuvent comprendre ou imaginer de ce qu'est l'IA et leur quotidien en fait. Donc ça aussi, on a voulu travailler aussi avec la partie éducation nationale. Donc aujourd'hui, on est en plein dans cette dynamique, on est sur la 2e année. Le succès a été tel qu'on a créé effectivement en Haute-France un hub, la Cité de l'IA, dans lequel effectivement on souhaite réunir toute cette énergie et travailler à plus long terme. Et encore une fois, donc aujourd'hui la région est investie, l'État, la directe, et on crée une communauté de personnes autour de l'IA, avec notamment un annuaire aussi qu'on souhaite créer sur l'identification des personnes clés ou des organismes clés qui pourront aider les entreprises à se repérer dans cette espèce de choses très abstraites en fait. L'IA, c'est quoi? Je commence par quoi? J'appelle qui? Bon, voilà. Donc, on travaille beaucoup sur ces questions-là. Et là, on travaille beaucoup avec les branches, puisqu'en fait, sur le territoire, il y a des branches qui peuvent aussi relayer tous ces messages et on les associe beaucoup à notre exercice de sensibilisation et de communication. Et aujourd'hui, voilà, on sait que la formation, c'est une difficulté. Madame l'a dit.
Pour une entreprise, c'est le coût de la formation, la réforme qui est entrée en vigueur voilà, ne facilite pas la lisibilité et aussi le financement parfois des formations. Et puis aussi le temps, qui est une problématique. Et encore une fois, des formations qui doivent être pragmatiques. On se rend compte que plutôt quand on est sur des certifications métiers ou quand on est sur des dispositifs adaptés, personnalisés, ça marche plutôt bien. Voilà, je m'arrête parce que... Merci beaucoup. Alors je vais compléter par rapport à l'étude. Bonjour et merci de cette invitation. Je travaille dans un cabinet qui accompagne les entreprises et les fédérations lors des mutations économiques et technologiques. Et j'ai commis à peu près 50 rapports sur des questions d'évolution de l'industrie du futur, etc., etc. Dans notre cas, cette étude donc, a été effectuée avec les cabinets Catalyse et Erdine sur la gestion donc, des compétences et comment elles évoluent à 10 ans. Ce qui est intéressant tout d'abord de voir, c'est que le cas du territoire, c'est déjà un territoire dynamique, ce qui vient d'être dit. Hein. On a 400 chercheurs, 117 startups, etc. Donc on ne part pas de rien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique entre 2017 et 2027. Et pour cela, on a étudié 23 secteurs de l'économie des Hauts-de-France. Ça va de la banque, en passant par la restauration, les transports, etc. Et ce qu'on peut remarquer, c'est deux catégories de métiers. Il y a des métiers qui sont impactants, qui font évoluer l'économie du territoire, et puis il y a des métiers qui sont impactés. Et très souvent, lorsqu'on fait des études sur l'intelligence artificielle, on pense à ceux qui sont impactants. À longueur de temps, on nous parle des data analystes, data scientists, etc. Mais ce n'est qu'une petite partie de la totalité des métiers qui vont devoir travailler avec l'intelligence artificielle. Le premier point, donc, c'est ces emplois qui sont impactants. Ce sont pour la plupart des métiers qui sont avec de la technologie. Ils sont là pour développer de nouvelles applications d'intelligence artificielle, de travailler sur la data, de permettre l'intégration de ces développements à l'intérieur des entreprises du territoire. Ça, c'est une première partie. Si on regarde aujourd'hui la typologie des emplois, ce sont des minimums Bac+4, vraiment qui ont beaucoup d'expérience, Bac+5 doctorants. Donc déjà, premier point, on est sur une toute petite partie de la population. Voilà. Ça, c'est le point important. Et le deuxième point, c'est comment on les forme aujourd'hui. On les forme avec nos grandes écoles, nos universités. On connaît les cycles d'évolution des parcours de formation entre 4 et 5 ans. Donc on peut quand même se poser la question comment, dans une technologie qui évolue aussi vite et dont aujourd'hui ça reste quand même le Far West, comment on arrive à faire évoluer au mieux ces formations avec ces emplois aujourd'hui. C'est une grande question des écoles qu'on a interrogées, des universités. Et le deuxième point qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est le manque de doctorants qui ressort et également le manque de personnes qu'on peut mettre à disposition des formations pour faire monter en gamme nos étudiants. Pourquoi? Parce qu'un doctorant, entre choisir de donner des cours dans du public, dans une grande école, ou se faire payer par un GAFA et partir, ou aller dans le privé, on a vite fait le calcul. Voilà. Donc on a ce premier point qui est relativement compliqué entre un Far West et puis aussi des manques au niveau de l'enseignement final. Ça, c'est le premier point, mais il y a d'autres métiers impactants. Il y a des métiers qui sont autour de la neurologie, de la résolution de problèmes. Si on les oublie à l'intérieur de cette équation, je pense qu'on va faire l'intelligence artificielle des années 2005. Et je pense que là, on serait vraiment en dehors de la situation et ça ne servira à rien de former la première cohorte de nos technologues en intelligence artificielle. Et puis le troisième point sur les impactants sont des métiers qui réfléchissent au business de demain. Voilà. C'est pourquoi il faut vraiment avoir ces 3 points, techno, compréhension
de la résolution de problèmes et également la création de nouveaux business, parce que si on n'a pas les trois, ça ne sert à rien de créer tous nos parcours de formation. Pourquoi? Parce que nos entreprises de demain mettront la clé sous la porte. Ça, c'est le premier point, et c'est ce qu'on a pu voir au niveau des Hauts-de-France. Le deuxième point, ce sont les métiers impactés. C'est la grosse partie des métiers. On a étudié en Hauts-de-France 542 métiers différents sur 23 secteurs. Sur 542, il y en a 143 qui sont des métiers qui sont affectés par l'intelligence artificielle. Soit par l'intelligence artificielle seule, voilà, soit par l'intelligence artificielle couplée à une autre technologie. Aujourd'hui, on parlait de rovolution au départ. Il faut vraiment avoir en compte que l'intelligence artificielle va modifier entièrement la robotique, l'automatisation, etc. Donc, on va avoir une deuxième vague qui va être beaucoup plus puissante du fait de l'intégration de l'intelligence artificielle couplée à quelque chose d'autre. Alors, la première vague, elle touche l'intelligence artificielle seule, elle touche les banques, par exemple. Elle touche des métiers qui utilisent des logiciels, des métiers qui sont répétitifs, mais qui sont peu manuels. Demain, l'intelligence artificielle couplée à automates, robotique et autres technologies et autres plateformes va entièrement changer notre économie. Ce qu'il faut regarder sur ces métiers-là, qui sont des métiers spécialisés ou des métiers répétitifs, c'est qu'on a toute la gamme. Ça va du bac-4 au bac+10. On a la totalité de la gamme. On parlait tout à l'heure des cardiologues, des radiologues, mais il faut parler aussi des infirmiers, des comptables, et puis des opérateurs, des techniciens qui sont sur les lignes de production. Donc on a la totalité de l'économie qui est entièrement touchée, et ça représente 23% des emplois qui sont fortement touchés en Hauts-de-France dans les années futures sur l'intelligence artificielle. Mais le problème qui se pose derrière ça, c'est que beaucoup de ces métiers utilisent peu le numérique et la digitalisation. Que ça soit dans la restauration, que ça soit sur certaines lignes de production, où oui, parfois il y a des commandes numériques, mais l'interface est relativement faible avec la machine. Demain, il va falloir faire monter en gamme toutes ces personnes-là, dont une partie n'a pas la capacité pour pouvoir aller sur cette question de digitalisation. Ça pose une vraie question de nos parcours de formation, mais également des innovations pédagogiques qu'on propose pour aider les métiers, notamment dans notre étude des Hauts-de-France, pour pouvoir monter en gamme. Et l'innovation pédagogique ne passe pas obligatoirement par la digitalisation de la pédagogie. Parce qu'on perdrait une partie du public, et notamment de publics qui vont avoir les technologies d'intelligence artificielle en assistance, et donc on va avoir de gros soucis sur ces questions-là. Donc il y a à repenser dans cette vague qui est l'intelligence artificielle, nos parcours de formation et notamment nos innovations pédagogiques, en n'oubliant pas que tout ne passe pas par le digital. Ça, c'est le point important. Et ce qu'il faut, pour finir, c'est sur la problématique de la fidélisation des salariés. Si je regarde les chiffres de la formation dans les 10 prochaines années, il faut à peu près 10 000 experts en Hauts-de-France qui vont devoir travailler sur l'intelligence artificielle. À cela s'ajoute à peu près 100 000 personnes qui vont avoir des maîtrises d'une partie de l'intelligence artificielle, un logiciel, une interaction bien particulière, parce qu'ils vont devoir comprendre ce qui se passe dans cette intelligence artificielle pour signer en bas de la page, pour qu'ils puissent dire « Ok, je suis d'accord avec les résultats, par exemple, de l'intelligence artificielle ». C'est le cas de la banque. À la fin, il faut que quelqu'un signe le résultat. Et puis le troisième point, ce sont des gens qui sont sensibilisés parce qu'ils sont dans un environnement, ils sont dans le transport, ils sont dans la restauration, etc. Et ils vont devoir travailler avec l'intelligence artificielle. Et là, juste sur les Hauts-de-France, on a 250 000 personnes en plus qu'il faut former, qu'il faut sensibiliser. Donc on voit, on a déjà 3 niveaux de formation pour un expert, 10 personnes qui sont sur la maîtrise d'une partie d'un développement d'intelligence artificielle, et ensuite près de 25 personnes pour un expert qui vont devoir être sensibilisés rapidement.
Donc on voit les trois parties. Et pour revenir sur ma question de fidélisation des salariés, aujourd'hui, ce qui est la grosse problématique des entreprises, c'est le turnover. Le turnover, ça représente à peu près 65 à 67% des recrutements qu'on est obligé de faire dans une société. Et une partie de ces turnovers, c'est du fait de départs volontaires vers d'autres cieux, d'autres lieux, mais également une perte de compétences de salariés. Donc si on regarde ça, si on regarde le recrutement dans les Hauts-de-France dans les 10 prochaines années, sur la question de l'intelligence artificielle, seulement 7 à 8% de ces recrutements sont du sang nouveau. Le reste, entre 93 et 94%, ce sont des gens qui sont déjà dans les entreprises. Donc ça demande une formation professionnelle et des moments d'apprentissage bien particuliers pour pouvoir y arriver. Et ça ne passe pas obligatoirement un moment d'apprentissage, on le voyait tout à l'heure, par de la formation et un départ en formation. Ça peut se faire sous d'autres façons. Tutorat, prise en compte d'expérience, etc., accompagnement. Il y a une multitude de façons de faire, et c'est sur ça qu'il faut également qu'on travaille sur les moments d'apprentissage. Et un moment d'apprentissage peut être excellent durant seulement 3 minutes et avoir une vraie efficacité contre parfois 3 jours ou 20 jours de formation sur lesquels il y a de la perte en ligne. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour vos interventions, toutes très très riches. Il nous reste un petit peu de temps tout de même pour les questions et le débat. Donc je vais l'ouvrir à l'ensemble de nos collègues et puis prendre peut-être une série de questions. Qui est-ce qui veut commencer? Alors, Michel Canvet. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces éclairages qui sont très intéressants. Effectivement, on voit avec l'exemple des Hauts-de-France une identification assez précise des besoins qui sont tout à fait colossaux. Alors, une première question pour savoir si la réflexion sur l'IA ne se cantonne pas à la métropole de Lille. Est-ce que vraiment l'ensemble de la région Hauts-de-France est associé? Est-ce que vous allez s'aimer au-delà? On est allé dans le département de l'Aisne il n'y a pas très longtemps. On a vu que là-bas, il y avait effectivement un engagement numérique assez fort. Hein, mais tout cela nous interpelle. Peut-être d'autres questions aussi. Docteur, vous avez eu un discours très décapant, notamment sur l'éducation. Comment peut-on faire évoluer notre système éducatif en France pour répondre aux enjeux que vous avez évoqués? Bon, on a bien entendu qu'il y avait bien sûr la question des compétences et de la capacité intellectuelle, mais nous avons aussi l'obligation de former et d'assurer la réussite de l'ensemble de nos concitoyens. Donc il faut qu'on trouve les voies et moyens pour que chacun trouve sa place dans la société. Monsieur André Geck, vous avez évoqué les métiers de l'Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de formations, d'établissements de formation qui sont engagés? Est-ce qu'il n'y a pas la difficulté par le manque d'opérateurs et compte tenu de la vitesse à laquelle les choses vont, est-ce qu'on n'a pas pris beaucoup de retard? Madame Katidi, vous avez évoqué notamment le fait que la formation résultait d'abord et avant tout d'une question de volonté. Or, ce chiffre de 15% m'a interpellé. Seuls 15% de nos concitoyens auraient la volonté véritablement de se former. Or, il est important que, là aussi, on l'a vu dans les exemples des Hauts-de-France, qu'on aille beaucoup plus loin. Comment peut-on faire pour cela? Monsieur Torossian a été évoqué notamment la question de la difficulté ou de la longueur des certifications. Est-ce qu'on peut avoir un dispositif permettant les certifications de façon un peu plus rapide compte tenu de l'évolution des métiers? Et puis, on a aussi évoqué, donc, docteur, vous avez évoqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, la capacité de l'ensemble des élèves et les difficultés de notre système éducatif. Mais au-delà des questions d'apprentissage
dont vous avez dit qu'elles étaient relativement limitées à l'école, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi, par le réseau scolaire, un certain intérêt par l'émulation, par le regroupement, par l'intelligence collective qui résulte du regroupement de l'ensemble des élèves et qui par eux-mêmes permettent la progression en fait et je dirais d'acquérir un certain nombre de connaissances. Là peut-être un ensemble de questions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour qu'on groupe? Ça va. Oui, alors Sébastien Meurant, Catherine Fournier. Alors Sébastien. Merci à tous. Très rapidement. Propos des Capans, effectivement, plus de 100 000 jeunes qui sortent toujours sans formation. Notre système scolaire, ça fait des années que ça dure. Il y a des années que l'on sait qu'il nous manque des formations techniciens, ingénieurs dans le domaine de l'informatique. Le marché français a besoin d'une 40aine de mille d'étudiants formés. On n'en forme pas assez, ça fait des années que ça dure. Concernant le scolaire, si les classes dédoublées ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Concernant l'obligation de jusqu'à 16 ans, concernant des modèles qui fonctionnent comme la Suisse, qu'est-ce que vous recommandez? Voilà, Catherine Fournier. Oui, merci Madame la Présidente, merci à toutes et tous pour cette présentation. Je voulais donc revenir, moi, déjà avec Monsieur Torossian, sur l'adaptation de l'éducation nationale à cette intelligence artificielle et à ces nouveaux métiers qu'elle présente quelque part ou qu'elle prédispose, parce qu'on sait bien que vous ayez la capacité à vous adapter, je pense que l'adaptation qui manque peut-être à l'éducation nationale, c'est la réactivité. C'est pas l'anticipation, vous l'avez, mais c'est la réactivité. Donc ça, c'était mon premier point, et je reviendrai sur le docteur Alexandre aussi, sur l'analyse scientifique qui a été faite par les Britanniques. J'aurais aimé penser, mais je suis peut-être dans l'erreur, que le fait de solliciter le cerveau humain dans l'apprentissage à apprendre, donc au niveau de l'éducation, pouvait le faire évoluer dans le bon sens, et qu'on aurait le sentiment que finalement, c'est là où l'éducation est au centre, et surtout l'éducation dès le plus jeune âge, eh bien on pouvait faire évoluer ce cerveau et faire en sorte pas de modifier la génétique, je ne suis pas scientifique, mais tout au moins d'avoir cette évaluation positive, de dire mais on a encore cette chance de pouvoir penser qu'on va évoluer dans le bon sens. Voilà, merci. Merci, enfin Fabien Gay. Merci Madame la Présidente. J'ai une question, mais vous me permettrez une réflexion, juste avant de poser ma question. Ce n'est pas un reproche que je vais faire, mais je remercie d'abord les intervenantes et les intervenants. Mais je l'ai déjà dit, je pense que nous devrions travailler à une plus grande diversité de courants de pensée dans nos intervenantes et intervenants. Et je pense que c'est dans la contradiction qu'on ressort les meilleurs débats. Et je dis ça pourquoi? Parce que je pense que le débat que vient de poser M. Alexandre, il faut qu'on aille au bout. Moi, je pense que ça peut être extrêmement dangereux sur une partie de ce que vous avez dit, parce qu'après, je peux revenir sur un certain nombre. C'est que lorsqu'on est un scientifique qui vient nous dire voilà l'état du savoir et de la génétique à l'heure actuelle sur un fait que vous donnez comme si c'était une vérité absolue qui dit que 73% des gens qui n'abordent pas bien la question de la lecture, c'est de fait, c'est génétique. Alors peut-être que je n'ai pas... Je dis que ce chiffre... Oui, oui, parce que, excusez-moi, je n'ai pas votre niveau de connaissance, ni même... mais vous me l'expliquerez en tant que bon professeur que vous êtes. Je n'ai pas fait de grandes écoles et je sors d'un milieu très populaire avec 2 parents ouvriers, donc vous pourrez me faire le professeur que vous êtes. Je vous dis que ce chiffre-là est extrêmement dangereux. Je connais la controverse que vous avez avec Bourdieu. Si nous commençons à dire que... Oui, il est mort. Mais vous avez une mais allez-y, on peut avoir le débat. Moi, je suis un homme de débat, mais vous ne me ferez jamais taire et j'irai toujours au bout de ce que j'ai envie de dire. Voilà. Je dis que lorsque vous dites cela et que vous assénez comme une vérité et que cette question-là est génétique,
Je dis qu'elle peut être dangereuse parce qu'elle nie des questions sociales, symboliques, y compris, après on peut avoir débat sur le déterminisme social et culturel. Mais lorsque l'on dit ça, ça peut laisser penser à amener le politique, les politiques que nous sommes, à dire, ben voilà, vous voyez, moi je suis élu en Seine-Saint-Denis. Je sais que nous avons beaucoup de différences avec mon collègue Meurant, qui est élu aussi dans le Val d'Oise, mais nous avons des difficultés communes dans nos départements respectifs. Mais lorsque nous disons cela, si nous avons des difficultés dans le terme éducatif, et évidemment que l'école, on lui demande beaucoup, mais nous avons des difficultés. Mais si nous pensons qu'une partie de ces difficultés, elles sont d'ordre génétique et que de toute façon, nous ne pouvons rien y faire, je dis que ça peut amener le politique à dire, ben, finalement, n'investissons plus là-dedans et on ne peut rien faire pour changer les choses. Je dis que ce discours est extrêmement dangereux. Par contre, je peux partager avec vous une question. C'est que, par exemple, sur le revenu universel, moi, je suis fondamentalement opposé à cette question-là. Pas pour le même avis que vous, mais je pense que si nous disons que nous découplons le salaire, évidemment, du capital, alors nous allons abandonner, c'est-à-dire que nous ne réduirons pas les inégalités sociales, les inégalités de salaire, ce que c'est l'impôt qui va payer le salaire et que c'est le capital qui va être exonéré de tout. Vous voyez, on a, au final, nous ne sommes pas d'accord pour la même chose, mais nous pouvons avoir des points d'accord. Maintenant, j'ai une question, c'est l'IA et la robotisation, y compris dans la société actuelle. Par exemple, nous avons un débat, mais qui est pris par beaucoup de gens, sur l'ubérisation de ce qu'on appelle de la société. L'intelligence artificielle, et vous l'avez dit un certain nombre, aujourd'hui l'intelligence artificielle faible, que vous appelez, contrairement à l'intelligence forte et la conscientisation, l'intelligence faible, c'est l'humain qui la dirige. Et l'algorithme, c'est l'humain. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce que la robotisation et l'intelligence artificielle va être, je dirais, au service de l'humain, des salariés, pour moins de temps de travail, par exemple, pour partager le temps de travail, pour, par exemple, nous visitons des entreprises, la robotisation, je n'y suis pas opposé, si elle permet à ce que des métiers extrêmement difficiles le soient moins. Et moi, je pense que le travail se transformera toujours et nous aurons toujours besoin de travailleurs. Ou est-ce que l'intelligence artificielle et la robotisation va être uniquement tournée sur la question du profit? Et donc là, je pense que c'est une question extrêmement politique. Voilà, je vous remercie. Voilà, je pense que tout le monde a posé à peu près ces questions. On va vous laisser, bien sûr, docteur, répondre et chacun à votre tour. Allez, on commence. Vous pouvez mettre votre micro, s'il vous plaît. L'exprimer, puisque vous m'avez mal compris. La grandeur de l'humanité, c'est de casser les déterminismes génétiques et pas de les nier. La leucémie de l'enfant, elle est 100% génétique. Mais pourtant, on casse ce déterminisme génétique par la chimiothérapie et par les traitements. Et aujourd'hui, l'immense majorité des enfants leucémiques ne meurent plus de la leucémie. Nous avons cassé un déterminisme génétique. Pour l'éducation, il faut faire la même chose. Constater qu'il y a des déterminismes génétiques en matière de capacité intellectuelle et de réceptivité à l'éducation n'est pas un constat d'échec, bien au contraire. Nous devons nous battre dans les 50 années qui viennent pour casser les déterminismes neurogénétiques, les déterminismes génétiques intellectuels. Et c'est ça la grandeur de la politique, de l'école et d'une société humaine. Donc nous ne devons pas nier ces différences, sinon nous ne pourrons pas les combattre. Pour combattre les inégalités, il faut en comprendre les ressorts, y compris des ressorts qui ne sont pas politiquement corrects, mais pas pour s'en satisfaire et pour maintenir une société à deux vitesses, mais pour au contraire se battre contre eux. Et moi, personnellement, mon combat en matière d'intelligence artificielle n'est pas un combat de classe destiné à ne rien faire sous prétexte qu'il y a du déterminisme. Ma profession médicale a passé sa vie à casser les déterminismes génétiques en médecine. Nous essayons de casser le déterminisme génétique de la mucoviscidose et l'espérance de vie des mucoviscidosiens, elle est presque identique aux gens qui n'ont pas de mucoviscidose, alors que c'est une maladie 100% génétique. Le médecin passe sa vie à casser des déterminismes génétiques médicaux. L'éducateur, l'enseignant, le politique doit passer sa vie maintenant à casser les déterminismes génétiques intellectuels. Très bien. Vous voulez répondre? Alors, je voudrais juste un dernier petit mot. Pendant que vous avez la parole. Il y a un truc dont on n'a juste pas parlé, qui est un peu le tabou français sur le sujet. On n'a pas prononcé le mot GAFA, ni BATX. On n'a pas dit un mot des gens qui contrôlent l'IA, parce que
il n'y a aucun producteur d'intelligence artificielle dans les Hauts-de-France, ni nulle part en France ni en Europe. Les seuls producteurs d'IA dans le monde, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM, et Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi en Chine. Nous n'avons aucun vrai producteur d'IA, en tout cas aucun producteur de deep learning. Et là, on a un problème pour les Hauts-de-France et ailleurs. Je vous rappelle que récemment, Google a passé des accords extrêmement forts sur l'exploration pétrolière avec Total. Total a confié le traitement de son exploration pétrolière à Google. Renault-Nissan a abandonné les voitures autonomes et a passé un accord avec Google. Et maintenant, les voitures autonomes de Renault-Nissan, eh bien, elles seront made in Google. La même chose dans l'industrie pharmaceutique. On pourrait multiplier les exemples. Et on a même vu la tentative d'intrusion de Facebook dans la banque et dans la monnaie avec Libra. Donc, par rapport à l'avenir de la France face à l'intelligence artificielle, on ne peut pas ne pas parler des GAFA. L'effondrement technologique de l'Europe en matière d'intelligence artificielle doit être souligné. Le rapport Villani a caché cet effondrement, mais je voudrais juste, je voudrais pas casser l'ambiance, mais le budget de l'INRIA, qui est le fer de lance de l'intelligence artificielle française, c'est 250 millions. Le budget recherche du seul Amazon, c'est 30 milliards. L'INRIA, c'est le 130e d'Amazon. Nous n'aurons pas d'intelligence artificielle si nous continuons à ne rien investir en Europe en matière d'intelligence artificielle, et nous serons effectivement une colonie technologique, une colonie numérique. Donc, si nous voulons que les Hauts-de-France ne coulent pas, il va falloir, comme d'autres régions, il va falloir qu'on développe des compétences de plateformistes et des compétences en intelligence artificielle que nous n'avons absolument pas. Et c'est un énorme problème et on n'y a pas réfléchi. Et le fait que pendant cette matinée, le mot n'ait pas été prononcé montre bien qu'on ne voit pas bien on ne saisit pas la difficulté de la situation aujourd'hui avec l'apparition de géants qui sont des vrais outils géostratégiques que sont les géants de l'intelligence artificielle. Un dernier point, il y a un truc, si on veut sauver les territoires et si on veut éviter leur dévitalisation à l'ère de l'intelligence artificielle, il va falloir qu'on maintienne des balances cognitives équilibrées. Parce qu'au XXIe siècle, la balance commerciale est moins importante que la balance cognitive, la balance des cerveaux. Quand vous prenez, on en parlait avec mon voisin, je peux vous montrer aujourd'hui l'état des Hauts-de-France en matière de compétences et de capacités. C'est terrifiant, c'est la zone où les gens sont le moins bien formés, où il y a le moins de compétences techniques. Et donc on a une fuite de cerveau vers les métropoles qui est terrifiante. Les Hauts-de-France sont en train de se vider de leur cerveau. Et la France est en train de se vider de ses cerveaux en recherche dans un certain nombre de domaines. Je vous rappelle que dans Le Figaro, il n'y a pas très longtemps, Antoine Petit, le patron du CNRS, s'est alarmé du fait qu'un spécialiste en intelligence artificielle français dans la recherche publique, à l'INRIA ou au CNRS, Bac plus 11, soit payé moins de 3 000 € par mois. Google vous propose 10, 100 000 fois plus. Donc on a là un énorme problème qu'il va falloir traiter. Le président de la République hier a parlé des risques pour la recherche. Google et les autres paient extrêmement bien leur cerveau. Si nous ne faisons pas attention, là encore c'est pas politiquement correct, la recherche publique française qui est indispensable ne va garder que les troisièmes couteaux. Alors, avant de poursuivre, je crois que Fabien Gay voulait réagir et Guillaume Arnel, on va essayer d'être synthétique. Mais oui, je vais être très synthétique. Bon, une vérité assénée, même avec une voix très forte, ne fait pas une vérité. Et je le redis, monsieur Alexandre. Et oui, je le redis. Oui, une vérité, non, mais une affirmation dit même avec une voix forte n'est pas une vérité. Excusez-moi. Voilà, c'est mon déterminisme culturel peut-être qui m'a fait fourcher. Je le redis. Je pense que vous arrêtez au milieu du gué et je pense que c'est ça qui fait que ça peut poser problème et que ce discours-là peut être pris politiquement et nous mettre face à une situation politique difficile. Vous dites, moi je ne dis pas que nous sommes tous égaux. Par exemple, si vous prenez 25 enfants, il y en a qui apprendront plus rapidement les mathématiques, d'autres plus rapidement le français, etc., etc. Ça, certes. Mais vous dites, à un moment donné, vous vous arrêtez là, vous dites, il y a une question génétique, mais vous ne dites pas qu'il y a aussi des aspects sociaux et culturels. Mais, oui, mais vous ne dites pas le contraire, mais vous ne le dites pas. Donc ça peut laisser à l'interprétation. En plus, vous êtes un scientifique et vous courez les plateaux télévision, donc je dirais que ce schéma-là de pensée aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, vous ne cassez pas les codes, vous êtes dans un schéma de pensée dominant.
ultra dominant. Et vous le savez. Et d'ailleurs, pour justement le dire, vous dites on vient casser les codes. Mais tous les jours, les plateaux de télévision sont envahis de personnes qui ont votre courant de passé et qui disent on casse les codes. Et je dis que nous sommes face à une difficulté, c'est que si nous ne disons pas qu'il y a aussi des schémas culturels et sociaux pour rééquilibrer les inégalités, alors nous sommes face à un problème qui est extrêmement politique. Et voilà. Mais comme vous ne le dites pas et vous le laissez à penser. Non, ce n'est pas un procès d'intention. Je vais au bout du débat politique avec vous. Peut-être que ça. Alors. Voilà. Bon, ben voilà, vous voyez que c'est mieux quand les choses sont dites. Bon, mais non, mais voilà. Très bien. Je sais que ça va au bout d'une controverse, mais je pense que c'est utile que l'on ait. Et je vous le redis, Madame la Présidente, oui. Je pense que quand on invite Monsieur Alexandre, qui est une personnalité connue et reconnue, je dis qu'il faut un plateau d'équivalence pour aussi porter la contradiction. Voilà. Je dis aussi qu'on n'est pas dans un débat idéologique, là. Hein. Non, enfin, c'est pas ce qu'on a souhaité. Hein. Nous, on souhaite avoir des témoignages des uns et des autres, donc ça a été le cas, mais c'est très bien qu'il y ait du débat. Juste, Guillaume Arnel voulait rapidement, s'il te plaît. Oui, rapidement, Présidente. Pour laisser la pour parole. Remercier l'ensemble des intervenants, mais plus particulièrement, j'ai été... beaucoup plus attentif, et je m'en excuse auprès des autres, mais sur la première intervention du docteur Alexandre. Et même si je n'ai pas la voix de Fabien, moi, je me pose quelques questions. Je partage avec vous, monsieur Alexandre, un certain nombre de constats. Nous le disons aussi au Sénat, nous n'investissons pas assez dans l'éducation, dans la recherche, etc. Donc un certain nombre d'observations qui ont été formulées sur la fuite des cerveaux, lorsque vous avez une sommité comme le professeur Montagnier, qu'au sommet de sa gloire, vous lui dites stop, à 55 ans, vous ne pouvez plus exercer, il part aux États-Unis, ça interpelle. Donc vous avez en partie raison dans un certain nombre d'affirmations. Cependant, moi, j'aurais souhaité savoir quel est l'objectif recherché de simplement dire les choses si ce n'est pas repris par ceux qui ont le pouvoir d'influer dans un sens ou dans l'autre les choses. À vous écouter, est-ce qu'il y a d'autres personnalités ou d'autres personnes qui partagent votre point de vue pour qu'il y ait une réflexion plus globale, une extraction d'une partie de la substance que vous exprimez, pour que justement ça puisse être traduit dans des réalités et des convictions politiques. Parce que c'est vrai que à vous écouter, sans la contrepartie, on se dit mais finalement c'est tout noir pour ce qu'on fait. Or moi je suis un peu au produit du système français. Je connais ses imperfections. Je suis prêt à trouver avec d'autres des solutions pour y remédier. Mais de grâce, je suis l'un des premiers à ne pas dire que chez nous tout est noir et que chez les Suisses. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Moi j'ai insisté sur un point. Nous devons investir massivement sur la recherche en pédagogie pour arriver à la situation actuelle où 80% des cancers de l'enfant sont guéris et 55% des cancers de l'adulte sont guéris, ce qui est encore insuffisant. Nous avons investi en recherche des milliers de milliards de dollars. Sur chaque sous-groupe de cancer du sein, on a investi des dizaines de milliards en recherche pour arriver à sauver un malade sur 2 et 4 enfants sur 5. Or, nous n'investissons rien sur la recherche en pédagogie, quasiment rien. Pour arriver à réduire les inégalités intellectuelles dont je parlais tout à l'heure, il va falloir investir des milliers de milliards à l'échelle de la planète. Or, nous n'investissons rien parce que les élites sont égoïstes et que ces inégalités conviennent parfaitement aux élites politiques, aux élites financières, qui finalement ne s'intéressent pas tant que ça à la réduction des inégalités intellectuelles et donc des inégalités sociales dans une économie de la connaissance. Et donc, personnellement, mon combat, c'est qu'on investisse autant dans la recherche en éducation pour réduire les inégalités intellectuelles qu'on investit dans la recherche sur le cancer. Parce que de mon point de vue, diminuer les inégalités intellectuelles et donc sociales, c'est un sujet au moins aussi important que de réduire le taux de mortalité des cancéreux. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Torossian, et ensuite, on va laisser la parole à vous tous. On a un petit peu de temps
un tout petit peu. Alors, je vous en prie. Peut-être tempérons un petit peu la question de la soi-disant inefficacité des mesures proposées par le ministre Blanquer sur le dédoublement et on va les remettre en perspective. D'abord, d'une part, nous avons réduit de 8% les élèves les plus en difficulté, et c'est ça qui nous intéresse, et de 12% les élèves en mathématiques. Donc c'est-à-dire que, certes, c'est pas encore spectaculaire, mais laissez le temps, s'il vous plaît, aux mesures de s'installer. Et je vais en dire un petit mot. On ne peut pas avoir des effets massifs parce que c'est toute une chaîne. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui sur le plan mathématique. Moi, je l'affirme aujourd'hui, 100% des élèves peuvent réussir en mathématiques. C'est-à-dire que les mathématiques, et c'est la mise en œuvre des 21 mesures que nous avons proposées avec Cédric Villani, c'est-à-dire qu'effectivement, et je rejoins le docteur Alexandre sur ce point, il ne s'agit pas uniquement de pédagogie, mais aussi de didactique, d'une réflexion. C'est un sujet sur lequel il y a eu quand même énormément de recherches depuis 50 ans autour de la pédagogie. Beaucoup de pédagogie autour du socio-constructivisme qui nous a peut-être mis dans une direction sur laquelle il faudrait peut-être revenir, et c'est ce que nous essayons de faire dans notre rapport, et je pense c'est sans doute une bonne question. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, l'efficacité de l'enseignement doit être réinterrogée. C'est ce que nous faisons dans ce rapport, des méthodes plus explicitées. On a cru que, effectivement, les élèves allaient construire leur savoir. Malheureusement, il faut bien constater que, notamment avec les classes populaires, et nous sommes nombreux sur cette table à en sortir, eh bien, effectivement, l'enseignement explicité est beaucoup plus efficace. Et ça, on le sait depuis 30 ans, des études américaines. Donc les choses sont claires, la direction dans laquelle il faut prendre. Donc ça, on la met en œuvre aujourd'hui sur les mathématiques, on le met en œuvre sur l'apprentissage de la lecture. Le retour, effectivement, à un enseignement plus efficace sur la lecture fait qu'aujourd'hui, dans nos classes dédoublées et dans l'ensemble des classes en France, les élèves qui sont en décembre, là, aujourd'hui, on est dans un mois, sauront lire. On a des efforts, on a des progrès, on a eu des progrès là constatés effectivement radicaux en changeant effectivement certaines méthodes pédagogiques. Le ministre le souligne à de nombreuses reprises. Donc oui, les mesures CPD doublées ont un effet faible peut-être au regard de l'ensemble, mais intéressant et constaté aujourd'hui sur les élèves qui en ont plus besoin, c'est-à-dire les élèves en difficulté, et moi ça me rassure. D'autre part, ce que nous faisons aujourd'hui sur l'enseignement au primaire montre que sur la résolution de problèmes en mathématiques, nous sommes les derniers de la classe. Eh bien, nous le disons aujourd'hui, nous pouvons remonter dans le peloton en mettant en place effectivement sur toute la chaîne, et c'est ce que nous faisons avec Jean-Michel Blanquer aujourd'hui, avec un plan de formation massif. Donc on a pris l'affaire très au sérieux autour de la formation des adultes. Nous avons 350 000 professeurs des écoles à former. Nous avons un plan en 4 ans, c'est-à-dire qu'on se place dans ce schéma stratégique sur plusieurs années. Donc ça, c'est le premier point. Sur la question, enfin, il me semblait qu'il était important que je puisse réagir sur les attaques. Sur la réactivité du système éducatif face au changement. Donc effectivement, il y a des invariants éducatifs. La question de savoir est-ce que l'éducation nationale doit s'adapter aux technologies ou le contraire, c'est une question qu'on essaye de traiter depuis 30 ans. Force est de constater que effectivement, la question, c'est plutôt l'appétence. Il faut donner le goût plutôt aux enfants de pouvoir apprendre, de pouvoir se diriger. Et donc, effectivement, nous avons une certaine difficulté sur l'intelligence artificielle et autour de l'informatique. C'est un véritable enjeu pour nous. On a mis en place, pour la première fois, et nous sommes le seul pays dans le monde à avoir mis en place un enseignement massif d'informatique. Alors peut-être que certains pays sont plus avancés, mais quand même, on peut le dire. Jean-Michel Blanquer a mis en place l'enseignement informatique en classe de première. C'est une première mondiale. C'est un début. Laissez-nous le temps de construire toute cette chaîne, donc effectivement, et de monter peut-être 20 ou 30% de la population dans cette direction. Voilà. Merci beaucoup. L'impression que cela donne, c'est qu'on ne va pas assez vite. Enfin, moi, je dis mon impression personnelle, parce que le monde bouge très, très vite, et bien sûr qu'on met des mesures en place, bien sûr qu'il y a beaucoup de bonne volonté, etc. Mais est-ce que on est assez rapide? Et est-ce que, j'en profite pour vous poser la question, est-ce que au niveau de l'éducation nationale, vous ne trouvez pas que le lien avec l'entreprise est suffisamment inexistant, et qu'il ne faudrait pas mettre en
place des mesures, on l'a dit souvent, pragmatiques, des stages préparatoires en entreprise. Est-ce que ça ne devrait pas faire partie du cursus de formation des enseignants? Voilà, j'en termine. On le fait. Je vais laisser la parole à Madame Quintini. Peut-être pas assez, mais on le fait. Alors, en premier, je vais un peu qualifier, donc on a parlé de volonté de se former, je l'ai un peu dit quand j'ai abordé la question la première fois. Alors, déjà, le chiffre se réfère aux gens qui disent qu'ils n'ont pas reçu, enfin, qu'il n'y avait pas dans les 12 mois précédents une formation qu'ils auraient voulu suivre, mais ils n'ont pas suivi. Donc, ça veut dire qu'ils auraient pu ne pas recevoir d'offres qui sont appropriées pour eux. Donc, il y a cet élément qui est bien au-delà de la motivation. Et après, je dirais aussi que même parmi ceux qui, disons, n'ont pas forcément une forte motivation, ils pourraient être démotivés. C'est-à-dire qu'ils voient les barrières à la participation comme tellement hautes, le coût, les difficultés financières, qu'ils ne considèrent pas que c'est possible pour eux. Et donc, effectivement, ils répondent qu'il n'y avait rien qu'ils auraient pu faire. Voilà. Donc, c'est un mélange de choses. Cela dit, il y a effectivement tout un travail. Je pense que je mets ensemble ces éléments parce que la réponse est quand même d'essayer de lui faire comprendre qu'il y a des chemins, qu'il y a des formations qui peuvent marcher pour eux, qu'il y a des financements auxquels ils peuvent accéder et que la formation est importante pour eux, pour les accompagner dans les transitions auxquelles ils devront faire face, tout probablement dans le futur. Après, je voulais dire, dans tout ce débat, encore prenant un peu de recul avec des comparaisons un peu internationales, je dirais que des modèles qui marchent quand même existent, mais on a tendance